Aujourd'hui, ce que nous allons parler, ce sont les acides et les bases. Le premier groupe que nous allons regarder sont les acides. Maintenant, je vais commencer avec les acides forts et je vais expliquer comment est-ce que certains acides sont considérés comme étant des acides plus faibles. Voyons voir. Premièrement, un acide est caractérisé par le fait que une molécule, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, va se dissocier. Donc, il y aura un ion d'hydrogène H+, et un ion ici Cl-. Maintenant, si on prend ici l'acide sulfurique, qu'est-ce qu'on a? On a, en situation aqueuse, la production de deux ions H+, et ici, un ion polyatomique 2-. Maintenant, ce sont ici considérés comme étant des acides forts. Donc, ça ici et ça, parce que ce sont des composés qui vont libérer leur ion H+. Ce qui fait un acide, c'est le fait qu'il y a cet ion H+, donc on peut appeler ça un proton qui est dans le système, dans la solution et qui agit pour faire une réaction. Maintenant, il y a d'autres composés comme l'acide ici carbonique. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que oui, il peut donner deux ions d'hydrogène positif et ici ce CO3 avec une charge de négatif. Par contre, ce composé ne se dissocie pas aussi rapidement. Donc, même si il y a des ions H+ qui y sont donnés, il y en a un petit peu moins disponibles pour réagir avec d'autres composés. Et c'est pour ça qu'on les appelle les acides faibles. Alors, donc plus on apprend sur les acides, mieux on va comprendre ce qui se passe. Mais ça ici, c'est un peu la base avec nos acides. Continuons avec les bases dans un instant. La prochaine partie qu'on veut regarder, ce sont les bases. Maintenant, une base, qu'est-ce que c'est? Alors, un peu opposé à un acide, ce n'est pas ici un ion d'hydrogène H+ qui est disponible, mais si on prend l'hydroxyde de sodium ici et qu'il est dans l'eau, il y aura un ion de sodium Na+, et un ion polyatomique OH-. S'il arrive qu'on a un hydroxyde de magnésium, celui-ci, dans l'eau, comme ceci, va nous donner un ion positif 2+, et deux ions polyatomiques OH-. Donc, à la base, ici, pour la 10e année, on se dit qu'une base sera un composé qui permet d'avoir un ion polyatomique d'hydroxyde, ici, et qu'un acide sera un composé qui, dans l'eau, permettra d'avoir un proton ou un ion H+. Maintenant, pensons un petit peu. Est-ce qu'on peut voir une corrélation entre le fait? Qu'est-ce qui arrive si on ajoute H+, et qu'on ajoute OH-? Est-ce que quelqu'un peut penser ce qu'on peut obtenir? Voyons voir, on en discute dans un instant. Si on est pour ajouter les deux ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une molécule d'eau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la molécule d'eau ici est stable, mais lorsqu'il est dans cette situation ou en solution aqueuse, il y a des choses intéressantes qui se passent. Alors ici, si nous avons notre atome d'oxygène, nous avons nos deux atomes d'hydrogène ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons H2O. Par contre, les électrons ici voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, il arrive que ces deux électrons se retrouvent plus proches de l'oxygène. Si les électrons sont plus proches de l'oxygène, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve, voyons voir, on se retrouve avec ici un regroupement qui aura un électron de plus, et celui-ci aura une charge positive. Donc, dans un moment, ça arrive que notre molécule d'eau va nous donner nos deux ions initiales. Maintenant, ceci est un aller-retour continuellement et il y a un équilibre ici. Et puis la raison pour ça, c'est que aussitôt que l'électron va avec l'oxygène ici,
tout de suite, l'hydrogène dit oui, mais moi, j'aimerais avoir mon électron. Alors, celui-ci, pas seulement un, aimerait en avoir deux pour compléter la dernière couche de valence. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'électron va aller de ce côté-ci. Et chose intéressante, c'est que maintenant, cet hydrogène va avoir les électrons. On se retrouve avec un regroupement ici de OH qui sera négatif. Et maintenant, celui-ci sera notre ion positif. Et il y a un aller-retour comme cela. Maintenant, les scientifiques se sont dit en étudiant cela, et je n'irai pas en détail avec les scientifiques qui l'ont fait, peut-être que je ferai une vidéo sur cela, mais on a remarqué qu'il y a à peu près une molécule sur 10 millions d'eau qui va se transférer à ces deux ions. Et aussitôt que ces deux ions sont formés, ils retournent à l'eau. Et c'est intéressant parce que c'est un rapport qui peut être utile pour nous. Parce que si on regarde 1 sur 10 millions, et qu'on est pour remplacer le 10 millions par un exposant, donc on a une base de 10 et un exposant 7, on peut remarquer que ceci, on peut en rendre avec un nombre sans dénominateur, on obtient 10 à la moins 7. Maintenant, ce qui est intéressant, regardons, lorsqu'on a ce nombre-ci et qu'on a un environnement neutre, dans un environnement neutre, on a un pH de 7. Donc ça, c'est intéressant. Donc on peut voir que le pH ici est une donnée, et cette donnée nous donne un peu la proportion ou la quantité de molécules d'eau qui se transforment en deux ions comme celui-ci. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors ici, ce qu'on va regarder, c'est expliquer un peu comment fonctionne le pH. On a vu tout à l'heure qu'un pH de 7 nous donne qu'il y a une molécule sur 10 millions qui se transformera en ces deux ions ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est notre ion H+, que je vais regarder ici. Alors, lorsqu'on parle de pH comme ceci, le pH, on peut voir, on pourrait l'appeler cela comme étant la proportion de H+. Plus il y a de H+, plus c'est acide. Donc, voyons voir. Si on a un pH de 7, nous avons 1 sur 10 millions, on a un fluide qui est neutre. Maintenant, si j'ai un pH de 3 ou de 2, ce sont ici des environnements acides. Et voyons ce qui se passe. Nous avons qu'un pH de 2 est 10 à la moins 2 ou 1 sur 10 exposant 2 et donc 1 sur 100. Ça veut dire qu'il y a une molécule sur 100 qui se transformera ici en hydroxyde et en H+. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'ions H+, donc c'est très acide. Parce que si on a une accumulation de H+, ceux-ci vont se lier avec OH-, ceci va descendre et donc le côté acide de la solution va rester. Si je passe d'un pH de 2 à un pH de 3, qu'est-ce qui arrive? Un pH de 3 est 10 exposant moins 3, qui est égal à 1 sur 10 exposant 3, et ça c'est 1 sur 1000. Donc il y a une molécule sur 1000 d'eau qui transformera en ces deux ions. Ça veut dire qu'un pH de 3, donc si on ajoute ici plus 1 dans le pH, qu'est-ce que l'on fait? On multiplie par 10 l'acidité de la solution. Donc ça veut dire que si on est pour passer de 3 ici à 7, on fait 4 fois, donc il y a une augmentation de 10 000 fois. Voilà. Alors si on passe si on a un pH de 8 ou un pH de 13, ici, on a des bases. Pourquoi est-ce qu'on a des bases? C'est que si on prend ici une base forte avec un pH de 13, c'est un transfert de 10 exposant moins 13 qui nous donne 1 sur 10 exposant 13 et donc 1 sur 10 000 milliards de molécules d'eau qui se transforment en ions comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est puisqu'il y a un très très petit nombre de H+, s'il y a des OH- présents, ceux-ci vont absorber les H+, on se retrouve donc avec une solution très basique. Et donc c'est un peu comme ça que l'échelle de pH fonctionne. Que faire avec les métaux dans les acides? Ce qui est intéressant, c'est que les acides et les métaux utilisent ce qu'on appelle, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et ça s'appelait des réactions de déplacement simple.
on avait parlé des réactions de déplacement simple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un métal qui entre en contact avec un composé ici. Il y a une interaction entre le magnésium et l'hydrogène. Et qu'est-ce qui se passe? Le magnésium va prendre la place de l'hydrogène avec le chlore, qui va nous donner un sel, et il y aura ici un gaz qui sera produit. Même façon avec le zinc avec ici notre molécule d'acide chlorhydrique produira un sel qui est le chlorure de zinc et un gaz qui est l'eau. Maintenant, lorsqu'on a regardé les réactions de déplacement simple, on a aussi vu qu'il y avait une série de réactivités des métaux. Voyons voir si on peut écrire cela. Une série de réactivités des métaux. Ça veut dire que lorsqu'on regardait cette série, on en a parlé dans une vidéo précédente, c'est que si on met l'or en contact ou à l'intérieur d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, qu'est-ce qui va arriver ici? Il n'y aura aucune réaction. Et la raison pour cela, c'est que l'or a une réactivité beaucoup plus faible que l'hydrogène, et donc il n'y aura aucune réaction. Par contre, si on prend le magnésium ici et l'hydrogène, le magnésium a une réactivité plus grande que l'hydrogène, donc celui-ci va prendre la place de l'hydrogène avec le chlore pour former ce sel qui est le chlorure de magnésium. Et il y aura un gaz qui est produit. Une prochaine réaction que nous avons maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive si on met un carbonate de calcium à l'intérieur d'un acide chlorhydrique, comme cela. Ce qui arrive ici, c'est que le calcium dans ce solide va entrer en compétition avec l'hydrogène et le chlore. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le calcium va faire une nouvelle molécule qui sera le chlorure de calcium. Maintenant, ceci étant fait, on se retrouve avec d'autres produits qui sont là aussi. Un des produits est le dioxyde de carbone et le deuxième est de l'eau liquide dans lequel on se retrouve avec notre équation ici. Alors sur ça, on n'est pas obligé de mettre H2O ici parce que nous avons notre idée que le chlorure de calcium, si c'est aqueux, c'est donc dissous dans l'eau. La raison pourquoi j'ai mis la molécule ici, c'est pour m'assurer qu'on tient en compte la loi de la conservation de la masse. Nous avons donc ici la neutralisation, un concept intéressant lorsqu'on parle d'acide et de base. Maintenant, si on a un acide qui est l'acide chlorhydrique qui va en contact et on fait un mélange avec un hydroxyde de sodium, nous avons ici un acide fort et une base forte. Si on regarde l'information qui est ici, moi je dis qu'il y a une réaction qui se passe. Une chose intéressante, c'est que l'hydrogène va aller faire un tour ici et le sodium va aller faire un tour avec le chlore. Donc voyons voir ce que nous avons. Si un hydrogène va avec un oxygène et un hydrogène, on se retrouve avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste chlore et sodium qui nous donne un chlorure de sodium. Alors ça c'est intéressant parce que si on mélange l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium ensemble, on a un acide et une base. Lorsqu'on les mélange et il y a neutralisation, le résultat est de l'eau et aussi un sel. Dans cet exemple, le chlorure de sodium. Et ça, c'est une façon de savoir est-ce que c'est une réaction de neutralisation. Si on regarde ici, on pourrait dire oui, mais ça ressemble à une réaction de déplacement double. C'est vrai. Et en plus de cela, c'est une neutralisation. Donc ici, on a deux noms pour indiquer la réaction que nous avons ici. Alors sur ce, merci.